Dans la très courte liste des Africains qui ont profondément marqué le système des Nations Unies, voici un géant égyptien. Géant bien avant Mohamed Salah et pourtant très largement méconnu en Afrique. Il a pourtant été à la fois symbole et acteur d'une révolution silencieuse qui a changé pour toujours la philosophie même de ce que l'on appelle aujourd'hui les Nations Unies. Révolution ayant abouti à la création ou à la transformation de plusieurs agences des Nations Unies qui existent encore aujourd'hui. Pour le découvrir, le Sankofa vous emmène dans la tête de l'un des hommes les plus intelligents que la Terre ait porté, un éminent économiste africain dont les réflexions au sujet du capitalisme, du colonialisme et du sous-développement devraient nous hanter toutes et tous, surtout dans les temples du capitalisme sauvage actuel. Bonjour et bienvenue dans la tête du professeur Samir Amin. Éphéméride africaine, pas mon papa. Commencez par imaginer l'économie mondiale comme un terrain de football. Chaque gardien de but représentant pour l'un les pays pauvres et pour l'autre les pays riches. Évidemment au football, vous le savez, les gardiens de but ne se touchent quasiment jamais. Mais ils s'échangent le ballon, dont les mouvements pourraient représenter les mouvements de capitaux et de ressources naturelles. Les joueurs, eux, seraient la main-d'œuvre bon marché du Sud. Et enfin, il y a forcément un arbitre qui, hélas, tout comme au football, n'est pas toujours impartial. Il s'agit là d'une illustration sportive de l'école de pensée économique appelée la théorie de la modernisation. Elle prétend que les pays pauvres ne sont pas intégrés dans l'économie mondiale, qu'ils sont à un stade inférieur de leur développement, qu'ils ne peuvent d'ailleurs devoir qu'aux pays riches. Je vous imagine froncer vos sourcils, peut-être. Mais croyez-le ou non, dans ces premières décennies de vie, c'était cela, la philosophie dominante au sein du système des Nations Unies, qui était alors exclusivement centrée sur la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde. Et vous l'imaginez bien, ces objectifs se sont rapidement avérés insuffisants et inadéquats, davantage un idéal qu'une réalité. Et c'est pour mettre bien en évidence l'inadéquation entre les besoins des pays et la pratique au sein de l'ONU qu'un groupe de penseurs sud-américains tels que Marini et Bambira a développé entre fin des années 60 et début des années 70 une théorie économique alternative appelée la théorie de la dépendance. Leur représentation de l'économie mondiale n'est alors plus comme un terrain de football, mais plutôt comme une mêlée de rugby. Les pays riches étant au milieu de la mêlée, donc plus proches du ballon, et les pays pauvres à la périphérie de la mêlée. Cette théorie dite de la dépendance s'appuie sur deux éléments essentiels. Premièrement, les pays les plus pauvres sont obligés de fournir des ressources naturelles et une main-d'œuvre bon marché aux pays riches. Et deuxièmement, les contraintes juridiques, financières et techniques mises en œuvre par les pays riches rendent les pays plus pauvres encore plus dépendants. Samir Amin n'est pas un des créateurs de cette théorie de la dépendance, mais il l'a complétée et même prolongée. Déjà, dans sa thèse de doctorat publiée en 1963, intitulée, je cite, « Les origines du sous-développement, l'accumulation capitaliste à l'échelle mondiale », il met en évidence la relation entre le premier et le tiers-monde. Ensuite, en 1985, pile au moment où le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le Trésor des États-Unis approuvent ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui livre en gros les 10 commandements pour tous les néolibéraux du monde, Amin, lui, prolonge la théorie de la dépendance en proposant la théorie de la déconnexion, qui préconise que les pays les plus pauvres prennent le contrôle de leur processus d'accumulation interne. Cela pour se libérer des intérêts économiques, sociaux et culturels des pays riches, et donc pour un développement plus autonome. Je voulais démontrer que le développement, entre guillemets, et le sous-développement également, entre guillemets, ne sont que les deux faces de la même pièce de monnaie. L'expansion mondiale du capitalisme. Que le sous-développement n'est pas un retard dans le développement, un retard que l'on pourrait rattraper, mais il est le produit même de l'expansion du capitalisme réellement existant. Cette théorie perturbe profondément le statu quo au sein de l'ONU et le force à une autocritique, plutôt productive d'ailleurs, puisqu'elle aboutit à la naissance de nouvelles agences des Nations Unies
plus petite et bien plus efficace, focalisée spécifiquement sur les problèmes d'inégalité, de pauvreté et de développement. Sont ainsi nées des agences comme l'UNTAD, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, en charge des questions de commerce mondial, et le fonds FIDA, focalisé sur les petites exploitations agricoles et coexistant avec la FAO. C'est aussi grâce à Amin qu'au sein de l'UNESCO, sous la direction d'Amadou Martambo, la discussion sur le nouvel ordre de l'information et de la communication a été lancée. En fait, Amin a porté lui-même la révolution en prenant la direction de l'IDEP, l'Institut africain de développement économique et de planification à Dakar, qu'il réoriente en créant en son sein un groupe de réflexion qui aborde de manière critique les questions de développement. Ce groupe de réflexion, devenu aujourd'hui la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Je sais que je vous ai un peu perdu avec toutes ces théories, mais en résumé, c'est qu'à ce jour, dans l'histoire, aucun pays africain n'est passé de la case de pays sous-développés à pays développés grâce à des solutions extérieures. Aucun à ce jour. Voilà le message en gros de Samir Amin, ce géant malheureusement disparu le 12 août 2018, à l'âge de 86 ans. L'histoire est commandée par la lutte des classes, mais cette lutte des classes conduit soit à la transformation révolutionnaire de la société, soit à la destruction des partenaires dans le combat, c'est-à-dire révolution ou décadence. Mon cliché africain du jour est une question. Où voyons-nous l'héritage d'Amin aujourd'hui ? Difficile de répondre lorsqu'on sait que notre sport continental est de prestement jongler entre Occident et Orient, Chine en tête, pieds et poings liés. Tout le contraire des efforts acharnés du professeur Amin pour placer le curseur de notre développement dans le sein même des pays africains. À votre avis, combien de fois lui, le Sénégalais de cœur, se retourne-t-il dans sa tombe quand il voit qu'aujourd'hui, les Sénégalais achètent leurs courses chez Auchan ou Carrefour, leur carburant chez Total, leur forfait téléphonique chez Orange et rejoignent leur domicile après le travail en payant le péage routier à Sénac, toutes des entreprises françaises qui rapatrient leurs bénéfices à l'étranger. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de crier et crier encore. Reviens, professeur Amin, reviens. Et vous aussi, revenez donc sur le prochain vol de Sankofa et merci.